Au sommaire aujourd'hui, on connaît bien le parcours artistique de Chimène Badi, mais ce qu'on sait moins d'elle, c'est qu'un jour, sa voix l'a lâchée. Lors d'un spectacle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait de bizarre. Le grain de voix n'était plus là du tout. C'était comme si je n'avais jamais chanté de ma vie. Les sons ne sortaient pas. La fatigue devenait aussi mon ennemi et ça m'a été fatal, voilà. Nous allons lui présenter Vincent. Il est chanteur lui aussi, mais à l'opéra. Je suis allé vers les études de forestier. Je suis allé en coopération au Burundi. C'est là-bas que j'ai découvert que j'avais une voix de ténor. Et j'ai envie de créer quelque chose qui mêle mes deux passions. Si je crée des randonnées lyriques. Et il a traversé la même épreuve. Il y a des choses très similaires, hein, de l'ordre du surmenage, alors physique, hein, vocal. Au point de faire saigner votre gorge. Il y avait un goût du sang, il y avait l'impression que tout est dur à l'intérieur, tout est figé, ça veut plus, on arrête tout. Mais ça, c'est le côté intérieur, le côté mécanique de la voix. Mais vous avez un deuxième côté qui est aussi important, qui est votre cerveau droit, qui est le côté émotionnel. Ah. Quand les deux se mélangent, Le tout fameux explose. cerveau droit. Ils nous diront comment ils ont su rebondir et redonner du sens à leur vie. Il me restait, comme je vous disais, 4 mois, 5 mois d'avance d'argent. J'ai investi tout ça dans un voyage au Canada. J'ai réappris à simplement respirer dans la nature. J'ai réappris à vivre dans l'instant. Je sentais que ma voix était là. J'ai eu envie de repartir. Je me suis reposée pendant 1 an et ensuite, pendant 2 ans, j'ai créé mon album au bout de 3 ans de break. Et ça m'a fait du bien. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une jeune chanteuse que vous connaissez bien, Chimène Badi. Elle est là pour revenir avec nous sur un épisode douloureux de sa carrière et de sa vie, le moment où elle a perdu sa voix. À ses côtés, Vincent, ténor depuis ses 28 ans. Il a été confronté à la même épreuve. Vous allez voir que leurs parcours se répondent et notamment cette façon qu'ils ont eu de se servir de cet accident de vie pour se réinventer. Face à eux, Yvonne Poncet-Bonissol est avec nous. Bonjour Yvonne. Et Jean Abitbol qui est ORL et spécialiste des cordes vocales, spécialiste de celles en particulier des stars. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. En préparant cette émission, on s'est aperçu, Chimène, que vous vous confiez finalement assez peu sur les plateaux de télé ou dans la presse. Merci de le faire aujourd'hui sur notre plateau. Votre dernier album, Au-delà des mots, est sorti cet été avec des chansons très personnelles, justement dans lesquelles vous vous livrez beaucoup, et notamment un titre, Au-delà des mots, M-O-T-S, dans lequel vous abordez cet épisode de silence forcé. Quand est-ce que vous avez perdu la voix? En 2013, lors de la tournée de mon album Gospel and Soul. Perdre votre voix au point de devoir tout arrêter? Oui. Sur le chant? Oui, pendant 4 mois. Mais vous n'aviez plus de voix du tout ou incapable d'avoir la tessiture que vous avez Alors incapable d'avoir la tessiture que j'avais au départ, ça c'est sûr. Le grain de voix n'était plus là du tout. C'était comme si je n'avais jamais chanté de ma vie. Ouais. C'est-à-dire que même si je voulais essayer de chanter, les sons ne sortaient pas. C'était mais vous parliez étouffé. Comme ça dans la vie, comme vous parlez aujourd'hui? La voix était encore plus aphone en fait. C'est-à-dire que c'était un son sortait évidemment, mais un son tout éraillé, tout fatigué, tout abîmé. Vincent, vous étiez au top de votre carrière de ténor lorsque vous avez rencontré le même problème que Chimène. C'était il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment en particulier, de votre réaction? Oui, tout à fait. Il y a des choses très similaires, hein, de l'ordre du surmenage, alors physique, hein, vocal, émotionnel aussi. Et donc c'est ça, à un moment donné, c'était trop. J'étais en voyage sans arrêt, je chantais un soir à Pékin, je revenais à Karlsruhe, remplacé au pied levé à Bâle, etc. Les agents vous pressent, il y a une espèce de tourbillon comme celui-là. Plus des événements émotionnels dans ma vie. Tout ça accumulé a fait qu'à un moment donné, c'est un burn-out.
La voix craque, la voix. J'ai terminé une représentation d'Orphée aux Enfers, ça ne s'invente pas, en sentant que je forçais pour arriver jusqu'au bout et que j'allais mettre un bon moment avant de revenir sur scène. Alors, on va écouter un extrait. Donc là, c'était votre voix en pleine possession de sa puissance. Oui, c'est un des plus beaux rôles que j'ai eu à chanter, le rôle de Werther de Massenet, le rôle titre à l'opéra d'Innsbruck. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui caractérise la voix d'un ténor? Alors un ténor, c'est simple, c'est la voix la plus aiguë chantée en voix de poitrine. Au-dessus, vous avez encore les hautes contes, les contre-ténors, Farinelli, Philippe Jarouski. Mais le ténor, c'est celui qui va aller dans l'aigu, mais avec la voix de poitrine. Ce qui fait que ça a quelque chose du funambulisme. Ça a quelque chose de un peu artificiel, mais d'assez périlleux d'une certaine manière. On attend le contruc du ténor. Chimène, vous le regardez avec des yeux amusés, admiratifs Non, mais à partir du moment où on a pu vivre la même chose, quelque part, ça rapproche, et de l'entendre en parler, je comprends. Je comprends ce qu'il a vécu, par où il est passé, son expérience, son histoire. Alors vous avez été révélée, Chimène, par un célèbre télécrochet. Vous n'avez pas gagné ce concours, mais vous avez marqué les esprits. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 18 ans. Vous avez toujours chanté? Toujours. Ça a été une vocation pour vous? Je pense que oui, puisque apparemment, d'après ce que dit maman, j'ai commencé à chanter avant même de parler, donc à fredonner une chanson. Oui, c'est du plus loin que je me souvienne, j'étais toujours dans un petit coin de la maison ou dehors en train de chanter et m'imaginer des tas de choses, mon public qui se balançait devant moi, les bras en l'air, enfin voilà, j'étais dans mon petit... Ça a toujours été mon histoire, la musique, le chant, c'est ce qui me permet de me sentir bien dans mes pompes, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous chantiez quand vous étiez toute petite? De tout, et c'est là où je pense avoir eu une chance, c'est que j'ai des parents qui ont toujours écouté la musique. Je pense que ça a joué aussi beaucoup en mon amour. Et mon père est très musique noire américaine, rhythm and blues, soul, gospel, et ma mère très variété française. J'ai connu Ferrat grâce à elle, Brel, Piaf, Aznavour, ouais, des grands artistes. Elle était fan de vous, votre mère, dès le plus jeune âge? Elle croyait en votre talent? Je crois que ma mère a cru en moi au départ plus vite. Enfin, c'est-à-dire que mon père, au départ, ne voulait pas entendre parler de musique. Tout ce qu'il voulait, c'était que je fasse mes études et que... Voilà. Passe ton bac, on verra après. Voilà, c'est ça. Mais ma mère était toujours derrière lui à lui dire, tu devrais l'écouter chanter, parce que ma mère m'écoutait beaucoup chanter. Dès qu'elle m'amenait à l'école ou quand on était en voiture ensemble, j'étais un peu son jukebox. Chante-moi ça, chante-moi cette chanson, chante-moi la chanson de Charles Aznavour. Donc c'était un rituel, et souvent elle lui disait, tu devrais l'écouter chanter. Et un jour, il m'a écouté chanter, j'avais 12 ans, je crois. Et je lui ai chanté un titre de Stevie Wonder et il m'a dit merci. Et il m'a rien dit d'autre. Et puis il a dit à maman, si elle a envie de faire ce métier, ben, je vais tout faire pour l'aider. Voilà, il a cru en moi à partir de ce moment-là. Alors ils avaient raison d'y croire, vos parents, puisque vous avez fini par percer. À ce jour, vous avez vendu près de 4,3 millions de disques en France. On va tous regarder et écouter quelques-uns de vos plus grands succès. Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera. Chimène Badi a 20 ans lorsqu'elle réalise son rêve de petite fille, devenir chanteuse. En 2003 sort son premier titre, Entre nous. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Carton plein dès les premières semaines, le single se vend à près d'1 million d'exemplaires et propulse la jeune interprète en tête des ventes. Sa vie devient un tourbillon, concerts dans toute la France, promotion, la jeune femme devient une des chanteuses préférées des Français. En 2011, sa musique évolue avec la sortie de son 5e album, dans lequel elle reprend les standards américains et français de musique soul qu'elle aime tant. À cette occasion, elle enregistre même un duo avec Billy Soul. En août 2015, Chimène Badi sort son dernier opus, Au-delà des mots,
Elle s'y livre comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, avec des titres beaucoup plus intimes qui évoquent sa vie et ses blessures, comme dans Elle vit, son dernier single. Elle vit douleur et on change de fil. Elle vit, ça change comme on change de fil. Elle vit un sou pour du meilleur. L'écoute et la douceur, ça touche à l'intérieur. Ce dernier album, il est déjà disque d'or? Oui, oui, il est déjà disque d'or. Le public a répondu présent pour le moment. J'espère que ça va continuer, qu'on va faire une belle tournée. Ça devait être important, en particulier sur ce disque-là. Vous avez tout à fait raison. C'était très important pour moi, dans le sens où c'est un album d'abord très particulier, parce que je crois qu'il est c'est pas je crois, je suis sûre, c'est l'album le plus vrai, le plus ressemblant de ce que je suis. C'est un album tellement personnel, où je chante ce que j'ai envie ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire, comment je vois les choses. Et c'est à la période où j'ai perdu ma voix, finalement, que les choses se sont dessinées. Parce que c'est une période où j'ai pu me retrouver dans ma bulle, faire face à moi-même. Et renaître. Quelque part, oui, peut-être, parce que j'ai laissé de côté tout ce qui a pu m'empêcher d'être heureuse tout au long de toutes ces belles expériences depuis le premier album Entre nous. Par exemple? Je suis passée à côté de plein de beaux moments de ma carrière, pour plein de raisons différentes. Je crois que je ne gérais pas du tout la situation, je crois que c'était beaucoup trop. Pour moi, je n'assumais pas non plus cette voix. Quelque part, je chantais, mais je ne savais pas quoi en faire réellement. Elle était là, elle était puissante, Mais La mettre au service de quoi? C'est ça? oui, puisque je n'avais pas vécu... Je chantais des chansons, mais je n'en avais pas vécu le quart. Je les racontais, mais je devais me projeter dans une imagination pour les interpréter. C'était difficile de les ressentir. Donc c'est comme si vous nous disiez que cette souffrance que vous avez vécue a été un passage incontournable, quoi, pour que l'artiste que vous êtes naisse vraiment. À croire que, peut-être, j'ai ce sentiment-là. Je pense que des étapes, des expériences comme celles qu'on a pu vivre, inévitablement servent à quelque chose. Ça ne m'est pas arrivé pour rien. Je crois que c'était une manière de me dire, Chimène, il va falloir que tu te préserves et que tu saches réellement pourquoi tu as eu envie de faire ce métier, parce que tu te perds là. Tu n'es pas heureuse, tu fais les choses pour les faire. J'aimerais bien entendre Yvonne là-dessus. C'est très intéressant, Ouais. parce que vous étiez porté par une forme d'idéal incontrôlable et incontrôlé. C'est-à-dire que vous aviez des exigences au fond de vous, associées bien sûr à un don, et à un moment donné, eh bien, il y a une fracture. Et ce que j'ai entendu dans votre histoire, c'est qu'avant tout allait bien, bon, porté par le succès, porté par le public. Et au moment où vous avez fait l'album sur le gospel, c'est quand même intéressant. C'est quand même le gospel, c'était l'intérêt que votre père portait. Et d'un seul coup, ça s'effondre. Comme si vous vouliez plus chanter pour être reconnu, mais chanter avec votre identité qui vous est propre. Non pas pour l'extérieur, mais pour ce que vous ressentiez vous. Très longtemps, vous avez été déconnecté de vous-même. Oui, je suis d'accord avec vous sur la course à l'excellence, en tout cas. J'ai toujours envie de faire bien aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus saine. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire... C'est-à-dire qu'au début, vous avez répondu à ce qu'on attendait de vous. Beaucoup. Et maintenant, vous faites... J'ai envie de faire ce que moi je ressens. Je veux me faire plaisir à moi. Je veux me sentir... Je veux me sentir accomplie réellement dans tout ce que je fais dans mon métier, dans ma vie de femme. Et je veux en prendre les décisions et en assumer les conséquences. Vous chantez avec votre intimité, avec votre intériorité. Surtout, et c'est surtout sur cet album-là que j'ai pu le faire, au-delà des mots. Donc c'est vrai que c'est un album qui est important pour tout ça. Alors Vincent, est-ce que pour vous aussi le chant était une vocation? La musique en général. Je chantais adolescent avec ma guitare à Bob Dylan, à San Francisco, etc. Et Vous étiez quel genre d'enfant?
Ben, j'étais le petit gros à lunettes de la classe, hein, le fils du directeur d'école et d'une institutrice. Voilà, ça donne un peu le topo. Et puis j'étais aussi organiste dans la paroisse de ma ville. Voilà, la musique, c'était quelque chose de très, très important pour moi. Quand on faisait encore le service obligatoire, et je suis allé en coopération au Burundi, en Afrique, pour 2 ans. Et là, j'ai rencontré une autre part de moi là-bas. Ah bon? C'est-à-dire? C'est là-bas que j'ai découvert que j'avais une voix de ténor, au Burundi. Et pourquoi? Ben, je me suis retrouvé à la chorale de Bujumbura. Il y a un copain qui me dit « Tiens, viens, on va faire de la musique. C'est une chorale, il y a plein de nationalités, ça va être fun. » Et voilà, je me suis retrouvé là et j'ai chanté pour le chef des chœurs qui me dit oh, « Tu as une voix de ténor professionnelle, tu fais ce que tu veux avec ça, mais tu as une voix de ténor professionnelle. » Bon, ben, je prends ça OK, je me gratte la tête. Le chant, à nouveau, qui est là. Alors l'opéra, je ne l'imaginais pas parce que c'est pas mon monde. Hein. Et même si j'aimais déjà l'opéra, même jeune, mais je ne pouvais jamais imaginer que j'avais une voix d'opéra. Et puis, voilà, le temps passe au Burundi et je rentre en France. Et je me dis, tiens, je vais aller prendre des cours de chant, voir s'il y a un fond de vérité dans ça. Et ça s'est confirmé en rentrant que j'avais un vrai potentiel. Vous avez fait le conservatoire de Montpellier, puis celui de Nice. Oui. En l'espace de 3 ans, vous avez rattrapé 9 années de formation au chant et vous êtes devenu ténor. À ce moment-là, votre père, il était réfractaire à cette idée? Il a été réfractaire, en tout cas il l'a accepté à un moment donné, mais il ne cautionnait pas jusqu'au jour où il est venu me voir à un concert. C'est arrivé assez tard en fait, hein. Il y a quand même tout le temps des études du conservatoire, un peu rapide, 3 ans pour 9 années de cursus de conservatoire, donc ça a aussi des bases un peu bancales aussi, artistiquement et techniquement. Mais un jour, mon père est venu, effectivement, c'est le seul concert où il est venu me voir, parce qu'il est mort peu de temps après. Il est venu me voir à un concert, c'était un petit concert dans une des villes, pas très loin d'une ville où j'habite en Lorraine, à Hayange, où il voulait presque pas venir. Pourtant, c'est quoi ce concert? C'est rien. Puis ma mère a insisté et il est venu. Et il y avait 600 personnes quand même dans cette salle, et c'était une soirée d'opérette. Et j'ai le souvenir de voir son regard quand les gens se sont levés et ont vu l'effet que la voix et le bien que ma voix pourrait procurer aux gens autour. Et là, le speaker l'a appelé sur scène, il m'a pris dans ses bras, ce qu'il faisait quasiment jamais, en public. Là, il m'a pris dans ses bras en public, c'était un des plus grands moments de ma vie. Hein. Il a su le lendemain qu'il avait un cancer. Et donc, voilà, on communiquait. Et à partir de là, c'était absolument extraordinaire. Pourtant, mon père, dans sa maladie, qui m'encourageait quand je faisais un concours à Vienne, voilà, on se téléphonait et il me disait « Allez, vas-y, maintenant j'y crois, etc. » Et ça, c'était extraordinaire. On s'est vraiment trouvés à ce moment. Et une chose assez marquante aussi, c'est que ma vie de ténor a démarré. La première fois que j'ai eu un rôle de soliste, c'était à l'Opéra de Nice, un petit rôle dans Lohengrin de Wagner. Mon père est mort le lendemain de la première. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose de très puissant de l'ordre du passage à ce moment-là. Ça me nourrit pour toujours, ça. Chimène, comment vos parents ont-ils vécu votre succès, le fait que vous soyez devenu une star si jeune, en si peu de temps, le succès tout de suite comme ça? Est-ce qu'on n'est pas un peu, en tant que parents, terrorisés à cette idée, ou est-ce qu'au contraire on le vit bien? Je vais être honnête, mes parents, ils n'étaient pas tranquilles, et particulièrement ma mère. Quand il a fallu que je prenne toutes mes affaires, que je m'installe à Paris, que je prenne un appartement à Paris, à l'âge de 18 ans, tout d'un coup, comme ça, sans être finalement préparée, parce que ma mère, elle est tout le temps avec ses enfants, hein, c'est la maman, c'est une vraie... Vous êtes combien d'enfants? On est 3. Et ben, ça a été compliqué pour elle, elle l'a très mal vécu, donc forcément ça a été douloureux pour moi. Mon père, c'est un homme. Et puis il a toujours su que ses enfants finiraient un jour par vivre leur propre vie. Donc ça a été plus facile à gérer pour lui. Ma mère, elle n'hésite pas à me rappeler à l'ordre. Enfin, c'est quelqu'un, pour elle, les choses n'ont jamais changé, bien au contraire. Par exemple, qu'est-ce qu'il lui est arrivé de vous dire lorsqu'elle a pensé que vous vous perdiez un peu dans ce système? Quand elle m'a vu parfois me bagarrer pour obtenir ce que je voulais, pour faire ce que j'avais envie de faire, que c'était dur et que... Il y a des nuits où on ne dort pas, il y a des nuits où on pleure, il y a des... quand votre enfant, on le voit comme ça, même si il a une trentaine d'années, la première chose qu'on lui dit, c'est moi, je ne supporte pas de te voir comme ça, j'aimerais que tu plaques tout. Oui, c'est les phrases de ma mère encore jusqu'aujourd'hui, bien sûr. Alors Vincent, en l'espace de 2 ans, vous êtes devenu célèbre dans le monde entier. Nous avons des images tournées lors de vos récitals. On va tout de suite en regarder quelques extraits. La festa
Quelle est votre plus grande émotion artistique? Oui, c'est celle-là, hein, c'est ce rôle de Werther. Donc c'est un rôle très émotionnellement très fort, et dont je ne sortais pas indemne. Il me fallait 3 jours pour récupérer. Je ne savais pas très bien gérer à ce moment-là l'énergie, et j'y allais complètement, ça débordait, et puis après je me récupérais comme je pouvais au milieu de tout ça. Donc ça a été un engrenage de voyages, de beaucoup de spectacles, de concerts, beaucoup de scènes, une reconnaissance mondiale, des éloges, des critiques. Vous avez dû gagner beaucoup d'argent aussi à ce moment-là? Oui, il y a eu. Alors, j'avais pas la célébrité, évidemment, ça sans commune mesure est-ce que Chimène a pu vivre, mais voilà, effectivement, il y a eu certains sommets de cet ordre-là, l'argent, l'abondance, Comment vous avez résisté à tout ça psychologiquement? Il y a des moments où vous avez succombé à tout ça? Oui, bien sûr, oui, je me suis laissé Ça s'est aller traduit à ces tentations-là, et puis. Comment ça se traduisait? À un moment donné, je me suis cru important, je me suis cru au-dessus, C'est-à-dire arrivé. Oui. C'est quoi, la grosse tête? Ou les chevilles, enfin comme vous voulez, en haut, en bas. Donc ça se traduisait comment? Ça se traduisait en le fait que, disons que j'étais moins vigilant par rapport au fait de la continuité de ces choses-là. Quand j'avais fait, par exemple, 80 représentations de Werther, ça se passait bien, j'avais eu ces bonnes critiques. Je suis allé à la 5e de façon plus décontractée, en me préparant moins comme un sportif, avec les pattes, avec une forme de méditation, etc. avant. Et donc, il m'est arrivé de tomber sur scène à la 5e, par exemple, dans les pommes, paf, terminé, à l'hôpital d'Innsbruck. Voilà. L'énergie n'était pas là, je ne m'étais pas préparé. Et donc, j'ai eu les bonnes claques qu'il fallait pour OK, mon gars, tu ne vas pas te monter dessus. Considérer que c'est acquis. Voilà. À un moment donné, j'étais arrivé. Voilà. J'avais une méconnaissance de ces phénomènes de succès et je n'étais pas préparé à ça. Je savais pas ce que Il y a des c'était. moments où vous êtes senti un peu au-dessus des autres? Ben, c'est-à-dire, jamais je me suis senti au-dessus des autres, je me suis senti, il fallait qu'on s'occupe de moi. Parce que c'était important, j'avais des premiers rôles. Il fallait qu'on s'occupe de moi, j'étais important. Pas au-dessus des autres, j'étais pas en termes de comparaison. Mais oui. Chimène, ça vous est arrivé aussi de perdre un peu Ouais, en fait, pied? c'est vrai que quand ça marche comme ça, qu'on est tout jeune, on a des équipes autour de nous qui nous répètent qu'on est les meilleurs, les plus forts, les plus beaux. Et donc, à un moment donné, c'est pas qu'on finit par y croire, mais presque. Et en fait, je rejoins Vincent. C'est pas de se sentir au-dessus. C'est pas de se sentir au-dessus des autres, en fait, mais c'est on doit s'occuper de nous. C'est vrai. Je trouve que c'est bien dit. C'est ça, en fait. Et moi, je m'étais par contre toujours promis que si un jour je me rendais compte que je devenais quelqu'un d'autre, je mettrais Léolage. C'est-à-dire, je me retirerais. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Après mon album Le Miroir, donc mon 3e album, le succès, tournée, tout va super bien, enfin, en apparence. Vous êtes devenue un peu capricieuse et tout ça? Ouais, moi qui suis quelqu'un de plutôt cool, qui me prend pas la tête, il fallait que tout aille super vite, que tout soit bien, toujours bien fait. Très exigeante envers les autres, très exigeante envers moi-même. Et puis ce tempérament excessif, excédé de tout. Et je me rendais compte que je montais sur scène un peu comme un robot, c'est-à-dire que c'était plus par plaisir, c'était parce qu'il fallait le faire, quoi. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plus moi. Et vous toute seule ou on vous l'a soufflé? Mon entourage, ma famille. Ils vous disaient amis, quoi? La vérité, tu es devenu insupportable, tu te prends pour qui? Tu crois que c'est parce que tu vends des disques que tu es au-dessus des autres. Enfin voilà. Et à un moment donné, quand c'est vos proches, c'est vos parents, vos frères, vos amis, on se dit ok là, ouais, il y a un problème. Donc j'ai décidé de partir de Paris, d'arrêter pendant 3 ans. Voilà, donc je me suis reposée pendant 1 an et ensuite, pendant 2 ans, j'ai créé mon album, Laisse-les dire. C'est là où j'ai commencé à prendre un chemin. En tout cas, le chemin que j'avais envie de prendre. C'est là que les choses ont commencé réellement. Vincent, vous, en 2003, vous avez repris un rôle de baryton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, ce terme-là, de baryton? Oui, c'est un rôle. Par rapport au ténor. Très concrètement, c'est le rôle de Péléas dans Péléas et Mélisande de Debussy, qui est un rôle intermédiaire entre la voix de ténor et de baryton. C'est pas complètement baryton, mais quelque part, ça va plus dans le grave. Il y a des do graves, voilà, pour ceux qui connaissent la musique. Donc c'est pas vraiment votre tessiture? C'était pas des notes où j'avais l'habitude d'aller, et surtout que j'étais en troupe à l'Opéra de Bâle, donc certains soirs, je chantais Orphée, justement, donc qui montait dans les contrus de dièse, des notes des suraigus du ténor, et Péléas me demandait d'aller chercher les do graves.
Et pourquoi on vous a demandé de faire ça? Il manquait un chanteur? Il manquait pas un chanteur, il voulait absolument un ténor pour ce rôle parce que ça donnait un caractère particulier. C'est quelquefois donné à des ténors qui ont un grave. Et j'ai une couleur assez grave, enfin assez ronde. Donc il voulait absolument un cast comme ça, un peu plus léger. Et il trouvait que c'était crédible. Et ça se défendait. Sauf que moi, ce rôle, je le sentais pas. C'est très lourd aussi émotionnellement. Là, vraiment, pour le coup, je n'étais pas prêt pour ça. Et donc j'ai écrasé les graves, j'ai chanté pour faire sonner les graves, parce que là on n'a pas de micro, on est au-dessus d'un orchestre de 100 musiciens, et sans micro, il faut faire sonner ça dans une salle. Exactement. Et donc là j'ai donné trop d'énergie dans ma voix, et c'est le moment où effectivement j'ai perdu ma voix, en chantant Orphée, mais c'était pendant les répétitions de Péléas. Exactement. Au point de faire saigner votre gorge? Oui, Le goût. ça saignait, il y avait un goût du sang, il y avait l'impression que tout est dur à l'intérieur. Exactement. Ouais. Voilà, tout est figé, ça veut plus, on arrête tout. Eh bien, docteur Abitbol, ça vous parle, ça? Alors vous êtes ORL, spécialiste de la voix. Vous avez, entre autres, été le médecin de Chimène Badi, mais vous êtes aussi celui de Céline Dion. Enfin, on pourrait citer toutes les stars dont vous vous occupez. Mais dans ce que raconte Vincent, c'est absolument passionnant parce que, et je vais juste faire une aparté avant de répondre à cette pathologie, entre guillemets, dont il vient de nous parler. Le fait d'avoir l'impression de perdre sa voix, on en est encore plus amoureux après. Et de ce fait, on veut se faire plaisir avant de donner le plaisir paradoxalement aux autres. C'est le propre de l'artiste. Et là, c'est pas que je leur fais des compliments, mais on a affaire à deux vrais artistes qui ont compris la valeur de ce que c'est que l'art qu'ils sont en train de travailler. Mais c'est pour Et tout dans cet la art en vie, question, Yvonne. voilà. On pourrait faire ce parallèle. Et voilà, exactement. Et cet art en question est un art où une sculpture, comme disait Michel-Ange, on déshabille la pierre. Mais eux, c'est eux qui se déshabillent sur scène. Ils se donnent entièrement. Et là, ce qui est passionnant dans ce qu'il dit, c'est qu'on l'a poussé vers les graves. Or, les graves vous sont imposés par la nature. Si vous avez un son grave, vous ne pouvez pas aller plus bas. Maintenant, si vous forcez dans les bas, eh ben, vous allez créer une déchirure. Comme un sportif, on lui demande d'être un marathonien ou un sprinter de 100 mètres. Ce n'est pas les mêmes muscles, ce n'est pas le même sport, mais pourtant, c'est deux courses à pied. Il y a des chanteurs qui peuvent aller dans les graves, c'est les barytons, mais basses, ou les basses profondes, comme Ruggiero Raimondi, qui est un baryton superbe, qui peut se permettre d'aller dans les graves, mais qui ne pourra pas monter trop. Mais lorsqu'on monte dans les aigus, effectivement, l'exception existe. Mais au moment où il a senti qu'il y avait un forçage, il y a comme un claquage au niveau de la voix, et c'est ce que j'appelle l'accident intérieur de la voix. Il y a un deuxième accident de la voix. Quand il dit qu'il écrase les graves, et à ce moment-là, il claquage. force tellement, comme un sportif, comme un tendon d'Achille que vous allez exploser. Mais ça, c'est le côté intérieur, le côté mécanique de la voix, la mécanique de la voix. Mais vous avez un deuxième côté qui est aussi important, qui est votre cerveau droit, qui est le côté émotionnel. Quand les deux se mélangent, le tout fameux explose. cerveau droit. Et ce cerveau droit a quelque chose de magnifique, et il n'est pas le monde de la raison. Il est le monde de l'émotion. Donc paradoxalement, c'est ce que disait Yvonne tout à l'heure, c'est qu'ils vont aller au-delà de leurs limites. À ce moment-là, la biomécanique laryngée, c'est-à-dire le mécanisme de la gorge, n'a plus de raison d'être, et on va au-delà de ses limites. La passion dévorante fait qu'on ne s'écoute plus, comme vous dites. Oui. On va toujours, comme on a dit tout à l'heure, dans l'excellence. Oui. Et on n'a pas le temps, mais finalement, de se ressentir, donc de se recentrer sur ce qui est essentiel pour soi, c'est-à-dire garder sa voix, garder son identité. Ce qu'on entend aussi chez Vincent, comme chez vous, Chimène, tant que ça ne vous parle pas, tant que finalement un rôle vous est imposé, tant qu'émotionnellement vous ne ressentez pas ce rôle, eh bien c'est là que vous forcez. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la pression de l'extérieur, on vous donne l'ordre d'aller au-delà de vous-même et vous ne pouvez pas arrêter. Mais aujourd'hui, Vincent, quand vous rechantez, je ne sais pas, ce serait passionnant d'entendre ce que vous faites aujourd'hui. J'aimerais savoir, parce que visiblement, il y a eu un décrochage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, vous dites, vous avez écrasé les graves. Donc, ça s'est traduit par quoi? Un burn-out, comme vous disiez tout à l'heure? Oui, c'est ça, un burn-out. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas pu interpréter ce rôle-là? Non, Péléas, c'était assez traumatisant, parce que j'ai dû le mimer sur scène pendant que quelqu'un d'autre chantait à ma place au-dessus de la fosse d'orchestre, parce que la mise en scène était compliquée. C'est horrible. Le temps que le remplaçant vienne et après de la mise en scène. Mais voilà, je l'ai fait 2 fois, je leur ai dit non, je suis malade, je ne vais plus sur scène pour ne pas chanter. Et que la soprano me dise mime moins fort parce que ça me gêne, j'entends pas l'autre. C'était un cauchemar absolu. Ouais.
Mais non, Donc vous avez fait quoi à la suite? Vous vous êtes soigné, j'imagine? oui, je me suis soigné. C'était repos vocal total pendant 1 mois. Et la voix est revenue assez vite, hein, finalement. À ce moment-là, c'était un petit nodule, c'était pas tant que ça, finalement. La voix est revenue assez vite. Mais le bonhomme était moi-même, intérieurement, j'étais cassé. Et là, il m'a fallu... on a chacun notre tempo. Hein. Chimène, vous disiez 3 ans. Moi aussi, c'était à l'échelle d'années. Non, pas pour la voix, les 3 ans, c'est pour le break. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Pour la Bon, voix, la voix, elle en revient fait, assez vite. Moi, la voix, je l'ai perdue pendant 4 mois, vraiment. Et ensuite, elle a mis 1 an et demi avant que je retrouve mon grain. Mon vrai grain de voix, avec la solidité des cordes vocales et puis les exercices à faire qui nous permettent... Parce que le muscle vocal, la corde vocale est un muscle comme un biceps, mais il ne fait que 2 cm de long. C'est un muscle comme tous les autres muscles du corps. Donc lorsqu'on va forcer dessus, on va créer ou une déchirure musculaire comme Vincent, ou un édème, mais dans ces 2 cas, on peut récupérer sa voix. Et mais comment le travail pour le muscler? Alors, Si moi je veux muscler ma voix sans chanter. Très simple. Comme tout sportif, il faut entraîner sa voix. Comme disait remarquablement Vincent tout à l'heure, il a été trop vite, ça a été trop rapide le succès. Ouais. Quelque part, on est grisé par celui-ci et on se dit paradoxalement, moi, j'ai pas besoin de prendre des cours. On a un don, on a un talent, mais faut-il le cultiver? Et faut-il surtout ne pas faire un one-shot, dire un succès, après c'est fini, mais garder une carrière. Pour garder une carrière, il faut un coach vocal qui vous dit quoi faire et vos limites au niveau de la voix. Et 2, pour muscler sa voix, bien sûr, c'est des cours de chant, mais bien sûr aussi, l'un des éléments les plus importants, c'est chauffer sa voix avant de chanter. Bouche fermée pour éviter une tension musculaire latérale qui permet à la vibration des cordes vocales. Et quand je vous fais un « ah », là, mes cordes vocales vibrent 400 fois par seconde. C'est-à-dire que 400 fois par seconde, il y a un frottement sur les cordes vocales, c'est un échauffement important. Donc oui, c'est comme ça qu'on prépare la voix. D'accord. Alors Chimène, en 2011... vous avez sorti, donc c'était après les fameux 3 ans, là, ou avant? Oui, 2011, c'était après les fameux 3 ans. D'accord, donc là, vous avez sorti l'album de reprise Gospel and Soul. Oui. Hein, donc là, alors, ça a été un succès terrible, triple disque de platine, jusqu'à cet incident-là, donc vous me disiez tout à l'heure, surmenage, beaucoup de scènes, etc. Et puis un soir, plus de voix. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Et les 2 derniers que je fais sont... Je sens que ça va plus, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme le disait Vincent. On le remarque dans votre entourage ou c'est vous qui le sentez? Moi, je le sens et mon entourage, c'est-à-dire que, par exemple, ma mère était là ce soir-là, elle est partie, elle a quitté la scène, enfin la salle, parce qu'elle ne supportait pas de me voir souffrir. Parce que, en fait, le spectacle, il fallait que je le fasse. J'étais sur scène, j'avais plus le choix. Et il n'y avait plus cette force, ça sortait plus. Le son n'était plus là. C'était raide. Effectivement, je sentais comme un certain goût de sang. Et donc, je sors de scène et je dis à mon manager, j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Seulement, il y avait un spectacle le lendemain. Et au lieu de m'arrêter, en fait, j'ai fait ce spectacle le lendemain. Donc, 2 spectacles très difficiles, sur un registre particulièrement compliqué à chanter. Et ça m'a été fatal, voilà. J'ai eu des œdèmes sur les cordes vocales. Je suis allée voir mon ORL qui m'a arrêtée, qui m'a dit il faut s'arrêter. Vous n'avez plus le choix. Maintenant, il faut vous taire, il faut vous reposer. On ne peut pas faire grand-chose. Il y a des médicaments? Et donc, plein de conseils. Si par exemple on pleure, il faut le savoir. Si par exemple on pleure, ne surtout pas chanter derrière. Moi, c'est des choses que je ne savais pas. Pourquoi? Parce que quand vous pleurez, vous créez une contraction au niveau de vos cordes vocales. Et cette tension est telle que c'est un micro-claquage au moment des pleurs relativement important. Si après, vous ne laissez pas reposer votre voix pendant minimum 1h30, 2 heures, vous pouvez avoir un petit hématome. Deuxième chose, la plus grande expérience que j'ai eue, c'est un ténor de l'Opéra de Paris qui a éternué sur scène. Il a éternué 3 fois, il était allergique. En fin de séance, il m'appelle, il était très tard, il avait mon portable vers minuit. J'examine, il avait également claqué sa corde vocale. Donc il y a des choses comme ça, il faut être très prudent. Quand vous avez des pleurs, une toux violente ou effectivement un éternuement violent, et la pression est telle que c'est comme un muscle, à ce moment-là, vous créez une pathologie associée. Mais vous n'avez pas perdu votre voix, vous dites j'ai perdu ma voix. Non, elle est revenue. Mais ce qui est extrêmement... Et qu'est-ce qu'elle a eu alors? Elle a eu un édème au niveau des cordes vocales et cet édème est un gonflement, tout simplement secondaire. On a d'abord un hématome, c'est une poche de sang, c'est facile ça. Ce qu'ont eu les 2. Cette poche de sang va disparaître petit à petit, mais on n'est pas égaux dans ce genre de choses. Il y en a où ça disparaît totalement, d'autres où ça va disparaître en donnant une petite infiltration un peu, si vous voulez, comme de l'eau, et ensuite disparaît, et d'autres, ça va laisser une micro-cicatrice, et en fonction de cela, la signature vocale n'est plus tout à fait la même,
mais le grain, le timbre et la personnalité vocale restent la même. Alors, on va revenir à Vincent. Vous, en 2004, vous aviez 38 ans. Vous étiez donc au point mort professionnellement. Et là, alors là, vous avez entamé une descente aux enfers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces quelques mois qui ont probablement été les plus difficiles de votre vie? Oui, j'étais encore dans l'élan, donc d'abord j'ai beaucoup dépensé d'argent. Je suis allé à New York voir l'ORL de Pavarotti, etc. Donc voilà, j'ai dilapidé l'héritage de mes parents, parce que ma mère était morte entre-temps. C'était aussi un des éléments qui ont fait que je suis tombé. Hein. Et donc il y a eu cette chute infernale, effectivement, où j'essaye, mais il n'y a rien qui marche. J'ai auditionné avec un agent à New York. Parce que l'ORL de Pavarotti, ça coûte combien une séance? C'est 1 000 $ la séance. Beaucoup plus que chez le docteur. Ouais. Beaucoup plus. J'en sais rien. J'avais été aussi à Paris à l'école de la clinique de la voix, ou je ne sais plus comment ça Oui. s'appelait. Voilà, bon. C'est Bill O'Reilly. Voilà, ouais. Donc j'ai tout essayé, puis j'ai dépensé des fortunes dans ça. Et puis un agent, je me suis dit, je ne vais pas recommencer en Europe, je vais tenter en Amérique du Nord. Un agent m'a pris dans son agence, et voilà, j'ai essayé de repartir là-dedans. J'ai essayé de réauditionner, et puis ça ne marchait pas, je n'étais pas engagé. Donc j'ai dépensé une fortune, je me suis retrouvé petit à petit, au RMI, le RSA de l'époque, et ça s'est fait sur 2 ans, 3 ans. Et je me suis retrouvé dans un tout petit studio en région parisienne et à me demander, il me restait 3-4 mois d'avance pour pouvoir payer mon loyer. Il y avait la rue pas très loin derrière. Il y a vraiment eu une chute comme ça, progressive, dans une solitude que je m'étais imposée à moi-même, parce que j'avais des amis, mais je m'étais vraiment isolé et complètement renfermé. C'était beaucoup lié à la mort de mes parents aussi. Hein. Il y avait vraiment cette chose-là. Donc voilà, cette chute-là, et puis toucher un fond. Et écouter une voix intérieure à un moment donné, parce qu'à un moment donné, c'est beau cette phrase. si je continue, là, je vais mourir. Je vais à la rue, je vais mourir. Donc là, paf, j'ai réécouté à l'intérieur de moi, et j'ai posé la question, mais c'était quoi C'est mes une rêves? voix grave ou aiguë? C'était une voix aiguë qui est apparue. C'était quoi mes rêves de gosse? Et j'ai vraiment entendu le petit Vincent à l'intérieur, à l'écoute de mon silence intérieur, et sa petite voix que j'avais oubliée. Et qui m'a dit oui, n'oublie pas tes rêves, c'était loup, Canada, forêt, amérindien. Et j'entends ça. Et waouh, tout de suite, je me sens, je re-respire, alors que je respirais plus depuis des mois et des mois. Ouais, j'adorais ça, j'aimais la nature, les Amérindiens, les loups. Il y a quelque chose dans ça qui me parle, et paf, je vais tout de suite sur Internet, et je mets loup amérindien Québec dans Google, comme une bouteille lancée à la mer. Top. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on accueille quelqu'un qui était près de vous, justement, dans cette période très sombre de votre vie. Il y a un ami qui s'appelle Marco, qui était là, près de vous à ce moment-là. Eh bien, il est là avec nous aujourd'hui. Chanteur aussi? Exactement, oui. Quelle tessiture? Ténor aussi, on a la même maladie. À quand remonte votre amitié avec Vincent? Écoutez, c'était au CNR de Nice, donc moi je suis rentré en 93, je crois qu'un an après, en 94, on s'est retrouvés en classe de chant. Il vient de nous parler, Vincent, de cette période très compliquée pendant laquelle il n'avait plus ni de voix ni de contrat. Il vous en parlait? Parce qu'il nous disait qu'il s'isolait volontairement. On en parlait tant que possible, régulièrement, souvent par téléphone. Ouais. On se disait un peu de tout, on se confiait nos mal-être, nos malheurs, on racontait un peu nos parcours. Et effectivement, oui, on en a discuté très souvent au téléphone. Mais enfin, à chaque fois, comme c'était toujours quand même, ça se terminait toujours par une note positive, je disais. Voilà, malgré tout, j'ai toujours vu Vincent, entendu Vincent avec à chaque chute toujours se relever et toujours très positif. Vous avez dû vous inquiéter quand même pour lui à ce moment-là? Non, je ne m'inquiétais pas plus que ça parce qu'il donnait, il avait cette impression toujours d'une grande force, comment dire, toujours d'espoir finalement. Et donc. Voilà, je savais qu'il passait des moments un peu compliqués, qu'il vivait des moments compliqués, mais
j'avais toujours confiance et espoir qu'ils s'en sortent finalement, et ça a toujours été le cas. Chimène, vous étiez entourée aussi, vous, pendant ces périodes difficiles? Oui, j'étais entourée de ma famille. Parce que j'avais décidé de faire ma convalescence chez mes parents. Oui. Enfin voilà, c'était l'endroit où j'allais me sentir le mieux, forcément. Chouchoutée par sa maman. Ouais, voilà. Et puis, il y avait mes amis, ma famille et mon manager qui a été très, très proche de moi. Mais c'est très bizarre parce que c'est une période où on se sent, même si on est particulièrement entouré, on se sent terriblement seul, en fait, quoi. Parce que on a le sentiment que personne ne peut réellement nous comprendre. C'est tellement particulier et c'est tellement difficile de mettre des mots sur ce ressenti, cet état dans lequel on se trouve, parce qu'en même temps, on n'est ni négatif ni positif, on est paumé, en fait, et on a beau nous répéter que tout va s'arranger, que ça ira mieux, qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Nous, on a tout ce qui nous préoccupe, notre vie d'artiste qui est là, et on a le sentiment de la mettre sur pause, et obligatoirement en plus, donc c'est douloureux, mais c'est vrai que j'avais la chance d'être bien entourée, et mon manager m'a beaucoup apporté, parce que il partage avec moi mon quotidien d'artiste, donc il sait quelque part ce qu'une artiste ressent réellement quand à un moment donné elle peut plus exercer sa passion. Ouais. Alors, parmi les personnes qui vous ont entouré à ce moment-là, il y en a une qui a souhaité vous adresser ce joli message. Chimène, bonjour, c'est Eric, j'espère que tu vas bien. Je profitais de l'occasion pour faire un petit tour par l'émission de Sophie pour venir te saluer, te dire que je pense bien fort à toi, j'espère que tu vas bien. Également te dire que j'ai écouté ton dernier album, il est très très bon, bravo, félicitations. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Je t'embrasse très fort ainsi que les spectateurs. Et puis je te souhaite beaucoup de bonnes choses avec l'album et puis pour ta carrière, pour tout. Et je t'embrasse fort. Ciao. C'est une belle surprise. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Rick Allison, c'est quand même la personne qui m'a fait mes premières chansons sur mon premier album, qui a été auteur, compositeur, réalisateur, et notamment sur le deuxième aussi. C'est lui qui m'a offert Entre nous. Enfin voilà, c'est ma première grande expérience en tant qu'artiste en studio avec Rick, parce qu'il m'a appris à travailler et à apprendre le métier très vite. Ouais. Alors, on va revenir à Vincent et cette petite voix d'enfant qui vous soufflait de réaliser votre rêve d'enfant, celui de partir au Canada. Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti au Canada à la découverte d'un site particulier. Oui, c'est ce qui est apparu sur Internet quand j'ai tapé ces 3 mots. C'était un site culturel amérindien, pas loin de Québec, où on accueille des personnes en recherche, en voyage, en découverte de la sagesse amérindienne. Et tout ça me parlait, je voyais que des images et des sons, voilà, je revivais, alors que ça faisait longtemps que je me sentais plus vivant comme ça. Il y avait la flamme toute petite qui était là, qui s'était rallumée. Il me restait, comme je vous disais, 4 mois, 5 mois d'avance d'argent avant la catastrophe. J'ai investi tout ça dans un voyage 1 mois après. Et je me suis rendu effectivement au Canada à nouveau, mais là tout à fait différemment. Mais alors, vous êtes parti dans une quête personnelle pour rencontrer ce sage en espérant qu'il vous donnerait quelques clés? Oui, mais il y avait plein de choses. C'était surtout, waouh, je me ressens vivant. Donc j'y vais, je réfléchis même plus. Pour moi, c'est vital. Sinon, je crève derrière. Donc vous êtes parti pour une semaine? Je suis parti pour une semaine. Et vous êtes resté combien de temps? Et je suis resté 4 mois au bout du compte. Et qu'est-ce que vous faisiez? C'était réapprendre à vivre simplement et à ne plus avoir besoin d'exister avec le ténor. J'existais à un moment donné qu'avec le ténor. Et sans le ténor, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien. Et il fallait que je revienne. La vie m'a dit, hey, c'était ça ce qui m'est arrivé. Et la vie m'a dit, mais reviens vers toi. Alors, t'oublies quelque chose. Qu'est-ce que vous avez réappris, par exemple? J'ai réappris à simplement respirer dans la nature. J'ai réappris à toucher les arbres. J'ai réappris à vivre dans l'instant. Juste à me sentir dans la joie d'être vivant dans l'instant, sans avoir besoin de rien d'autre autour. Ça a pris du temps, hein, parce que peut-être que je l'ai appris même. Je ne savais pas faire ça. J'étais beaucoup dans mon mental, dans l'accès à l'être, entre guillemets, avec un grand E.
et au-delà du faire et des apparences. Ce que sont que des histoires d'individuation quand même, Yvonne. Toujours, c'est-à-dire qu'on voit que Vincent a enfin compris que son identité au préalable était celle de l'artiste. Il ne vivait qu'à travers ça. Et il y avait une confusion, voire même un collage entre « je chante, donc je suis ». Non. À un moment donné, vous êtes revenu vers vous et je crois que ce qui est important, c'est d'associer à un certain moment de sa vie, donc d'individuation, revenir à ses vrais désirs. Et les rêves d'enfant, réaliser ces rêves d'enfant à l'âge adulte, c'est vraiment un des secrets du bonheur et un des secrets d'être soi-même. C'est-à-dire que vous vous êtes réancré, non pas dans la réalité, mais vous dites dans le présent et dans ce que vous ressentiez vraiment vous et pas ce qui vous étiez imposé. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce concept d'individuation? C'est-à-dire on quitte finalement tout ce qui est de l'ordre d'une pression extérieure, tout ce qui est de l'ordre des injonctions parentales ou autres ou professionnelles pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire soi. Se recentrer sur soi. Alors on parle beaucoup du développement personnel, de ce recentrage, mais c'est vraiment ce que vous dites et cette métaphore illustre bien ce que c'est que justement ce processus d'individuation, c'est de ressentir cette petite voix intérieure qui vous guide. On l'oublie tout le temps, on l'oublie sous la pression, on l'oublie sous finalement tout ce qui vous arrive, mais vraiment en repartir à l'essentiel, s'écouter. C'est souvent ce qui arrive en milieu de vie. Ça arrive vers 40, 50 ans. Et là, du coup, on fait le point. Et on s'allège. Oui, dans ces eaux-là? C'est dans ces eaux-là, effectivement. Effectivement. Et c'est une rencontre avec soi, vraiment. Oui. Hein. C'est juste cette joie de se sentir vivant. Voilà. C'est ce qu'on appelle parfois la spiritualité. Ça ne peut être que les mots, oui. Ça, voilà. Oui, tout à fait. Comment et alors, donc, après cette redécouverte de vous, vous avez eu envie de chanter à nouveau? J'ai toujours eu envie de chanter, oui. Et ça a pris du temps. Hein. Je me suis beaucoup baladé avec une chienne moitié louve qui me ramenait dans le présent. Il y a eu des rituels amérindiens, etc. Ah oui. Et puis, effectivement, à un moment donné, je sentais que ma voix était là et que j'ai eu envie de repartir. Et j'ai fait un petit peu l'erreur d'avoir envie de repartir comme avant. Il y avait encore des... Voilà, c'est passé par des paliers d'apprentissage. Des vieux réflexes. Voilà. Et alors, Vincent, dans le public, aujourd'hui, il y a une de vos proches également, Florence, qui va venir s'installer près de vous. Bonjour. Alors, vous vous connaissez tous les deux depuis 5 ans, c'est ça? 5 ans, oui. Ouais. Alors, on va ramasser le coussin. Chimène fait voler les coussins. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur son parcours? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ça m'inspire, je dirais, l'émotion puis l'émerveillement d'une vraie individuation, parce que c'est ce que j'aime chez Vincent, c'est qu'il y a vraiment l'incarnation d'un être courageux qui, à la fois, veut vivre son don et en même temps cherche à rassembler son humanité dans sa vie. Donc, alors, il y a vraiment une quête. Vous êtes rencontrés à quelle occasion? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai rencontré à travers l'écran d'un ordinateur. En fait, il se trouve que j'écrivais un livre sur l'inspiration. Voilà, j'avais envie de... Et puis, un ami m'envoie une série de conférences où je vois des personnes qui s'expriment sur des sujets divers et variés, sans être véritablement frappée. Et à un moment donné, je suis tombée sur une conférence qu'il avait faite, où il racontait son parcours, justement. Et j'avoue que j'ai été scotchée. Je suis restée sur la conférence. Il y avait une présence qui se dégageait de Vincent, une intensité de présence, à la fois la voix, bien sûr, qui est remarquable, mais c'était son authenticité. Et je suis restée scotchée. Et j'ai fait ce que je fais rarement. J'ai envoyé un mail à la personne en lui disant, écoutez, j'aimerais bien vous rencontrer parce que j'écris sur l'inspiration et vous m'avez inspirée. Dans la vie, vous? Moi, je suis psychanalyste. Voilà. Et il m'avait inspirée, et j'écris aussi des livres. Et vraiment, sa présence, son parcours, son authenticité, il y a quelque chose qui était unique. Alors du coup, est-ce que, de par votre métier, vous l'avez aidé à surmonter ces difficultés? Il y a eu des échanges, j'imagine, entre vous? Je ne sais pas si je l'ai aidé, je sais que lui m'a aidé. Donc c'est bien, c'est inhabituel. En fait, on est devenus amis. Et
c'est une âme, enfin, il est en quête de son âme, de son individuation, et moi aussi. Donc en fait, on échange, on partage le même amour de la nature, donc on fait voilà, moi j'ai une maison que j'aime au bord de la mer, Vincent habite au bord de la mer, donc on marche, on parle, et c'est plutôt un échange, je dois dire. Voilà. Alors donc, vous étiez au Canada, vous avez traversé tout ce parcours, et depuis, vous en êtes où alors? Alors depuis, donc, envie de chanter à nouveau, j'imagine? envie de chanter, je respire à nouveau envie de chanter, et je me suis dit, je vais reconstruire tout ça pas à pas. Je repars dans un chœur d'opéra pour ne pas avoir de stress. Je fais ça à l'Opéra de Nantes, et puis de nouveau des petits rôles apparaissent, de nouveau des premiers rôles. C'est plus la même chose, je suis un peu plus vieux dans le monde du chant, on devient vieux assez vite, c'est un peu comme dans le sport, un peu moins, mais... Donc voilà, et ça se passe, mais pas de la même manière. Et puis j'ai d'autres envies. J'ai envie de partager ce que j'ai vécu dans la nature, cette chance de vibrer dans l'instant, et j'ai envie de créer quelque chose qui mêle mes deux passions, le chant et la nature. Et puis je laisse mûrir tout ça, et je me dis, tiens... si je crée je rentre en Alsace, dans les Vosges, voilà cette belle nature-là, et si je crée des randonnées lyriques, si j'allais partager un concentré de moments présents en 3 heures, par l'ouverture sensorielle et par la vibration sonore au contact des arbres et de la nature. Et alors, a priori, ça n'a rien à voir. Pour comprendre à quoi ça ressemble, hein, parce que ce n'est pas forcément un concept évident, on va regarder justement de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a de magnifiques châtaigniers. Vous pouvez vous disperser dans cette nature. Là, on peut aller à plusieurs sur le même châtaignier. À plusieurs, c'est sympa aussi. Allez-y tranquillement. Hein. Toréador en garde, toréador, toréador. Il y a un seul mot qui me vient là, c'est liberté. Liberté. Et je me sens libre maintenant. Je ne l'étais pas complètement quand j'étais dans les maisons d'opéra. C'était extraordinaire, hein, des grands rôles dans des belles maisons. Mais là, il y a l'horizon, il y a l'air. Une salle d'opéra, même si elles sont grandes, il n'y a pas de fenêtre, c'est clos. Alors, donc, si je comprends bien, vous invitez les personnes qui participent à ces randonnées à extérioriser des sons en communion avec la nature? Oui, d'abord la communion avec la nature. Ça, c'est la base. On va toucher les arbres, on respire. Et on commence à... C'est important de toucher les arbres? Ah oui, oui, oui. C'est une expérience sensorielle à laquelle j'invite les gens. On ouvre il y a 5 stations pour l'ouverture des 5 sens. Et on va sentir de la résine de Douglas ou de sapin. Et ça va nous remplir. Et puis, on va essayer de faire vibrer le son dans la zone où on se sent rempli. Voilà. Et en étant enraciné comme un arbre dans le sol et en respirant dans son centre. Voilà. C'est tout un processus accéléré en 3 heures de sensorialité et de vibration sonore. Ça vous parle, Chimène? Oui, je pense que ça peut être un moment particulièrement intéressant. Vous avez besoin de la nature, vous aussi? Je suis très nature. Moi, je fais beaucoup de rando. J'aime beaucoup ça. Ça me plaît énormément. Ça m'apaise. Et ça me coupe de mon rythme de vie habituel. Et peut-être qu'effectivement, de faire des sons en plein milieu d'une forêt, je pense que ça peut apporter vraiment quelque chose, un réel apaisement. Ce contact avec... je trouve ça intéressant, oui, franchement. Yvonne, vous en pensez quoi de ce mélange de ces deux passions, la nature et... Alors, grâce à ces deux passions, il s'est retrouvé, mais non seulement il s'est retrouvé, mais il transmet. Donc je crois que c'est un petit peu ce dont on rêve tous, à savoir être soi-même, vibrer de chaque instant et communiquer ça aux autres pour les rendre heureux. Donc votre bonheur, vous l'irradiez autour de vous dans une forêt. Je trouve ça assez étonnant et magnifique. Ça vous a jamais titillé d'aller sur une scène lyrique, vous? Titillé, je vais être honnête, Sophie, non. Mon professeur de chant de l'époque voulait que je fasse le conservatoire souhaité. Vous seriez quelle voix, vous? Soprane, je pense. Mais après, non. Je trouve que c'est un exercice très compliqué. Je crois que il faut vraiment ressentir cette musique pour pouvoir l'exercer comme il se doit. Et je crois
honnêtement que je suis dans autre chose. Et pour m'exprimer, je suis pas sûre que j'aurais pu m'exprimer comme je peux le faire dans mon chant. Mais après, je trouve que c'est un chant qui est très prestigieux et qui demande, à mon avis, beaucoup de travail. Avec un professeur de chant, à mon avis, qui doit être là très souvent. Voilà, c'est très particulier, je trouve ça très beau, mais je ne pense pas que j'aurais pu m'épanouir réellement dans ce... Qu'est-ce que vous allez explorer, vous, à l'avenir? Vous avez quelques envies que vous n'avez pas explorées? Pour le moment, j'ai une envie particulière, c'est évident, c'est de monter sur scène et de chanter cet album. De le chanter parce que j'ai besoin Au-delà de des le mots, faire. je peux me permettre de l'offrir à, Bien sûr, à avec Vincent. plaisir. Peut-être qu'un jour vous ferez un duo tous les deux. On qui ne sait sait. pas, rien n'est jamais fermé. De monter sur scène, donc avec cet album, oui, de monter avec sur une scène et de le appréhension. chanter. Non, pas du tout, avec une impatience incommensurable, avec une envie pas possible, un besoin particulier. Ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène, et ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène pour chanter des choses qui me caractérisent et que je ressens. Ça me manque. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas montée sur scène? Ça fait quelques années. Puisque j'ai terminé avec Gospel and Soul, donc j'ai perdu ma voix. Et on a pu faire quelques spectacles en juillet pour boucler la boucle, en fait. Mais c'est prévu, là, c'est imminent. C'est prévu pour le premier trimestre 2016. On va commencer en février, normalement. Et c'est tout ce que je me souhaite, parce que j'en ai besoin. Et que je pense le mériter aussi. Bah oui, ça c'est sûr que vous le méritez. En tout cas, on est ravis de vous avoir présenté tous les deux. Vincent, vous avez écrit un livre qui revient sur votre séjour au Canada. Ça s'appelle « Un loup dans la gorge ». Joli titre. Nos téléspectateurs ont rendez-vous avec vous cet après-midi, dans quelques instants, pour le chat de Toute une histoire. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Chimène, on vous souhaite tout le bonheur du monde avec cette future tournée. Merci à Yvonne et au docteur Abitbol. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et pour l'heure, on se retrouve avec un nouveau numéro de l'histoire continue. À tout de suite. Merci. Merci. Parfois tout peut sonner faux. Mes mélodies sont dans ma peau, même quand le... Bientôt, Toute une histoire brisera la loi du silence qui entoure une profession avec laquelle nous sommes tous en contact, les médecins. C'est 6 ans d'études, il y a 2 concours, à l'entrée et à la sortie. J'ai envie de dire c'est un enfer comme étude, et il faut s'accrocher. On m'a dit, Xavier, là globalement, là ça va pas, là t'as un problème, on m'a même dit que t'es en burn-out. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus que la peau sur ses os, là j'ai eu très peur. Épuisée physiquement, moralement. Puis à un moment donné, je me dis, je suis en train de vraiment de mettre ma santé en danger. Des situations d'épuisement qui tournent parfois au drame. On m'appelle sur mon portable et un jeune me dit « J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, votre fille vient de se suicider ». Sur un mot, elle me dit « Pardonne-moi, maman, je ne peux plus vivre ma vie pour moi, je ne peux plus la vivre pour toi ». C'était un moment très dur pour nous. S'ils participent à Toute une histoire, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. En parler, c'est justement penser à elle. C'est aussi aider tous les jeunes qui vont passer des études, qui vont faire les études en médecine. Il me reste une année à finir, après je peux exercer la médecine générale. C'est incroyable tout ce parcours, pas des moindres, et d'avoir réussi à réaliser son rêve. Elle y est arrivée et c'est une satisfaction que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Just